Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 de La Joie de la semaine. Comme à chaque semaine, je vais passer à travers les 4 rubriques de la semaine et mon commentaire éditorial à la fin. Pour commencer donc les événements qu'on prévoit pour la semaine prochaine, notamment l'événement Impact IA de Vauban, organisé par Vauban, qui aura lieu le 7 mai au Grand Quai de Montréal. Il y a également des initiatives qui peuvent vous intéresser, des initiatives qui ont un petit côté régional un peu toutefois, comme le Startup World Cup destiné principalement aux entreprises qui sont dans la région de Ottawa-Gatineau. On nous coûtait des nouvelles, bien sûr, des nouvelles de start-up, dont Opalia, qui a fait une levée de ronde en financement de 2,8 millions. Donc, j'en parlerai donc également d'autres nouvelles de start-up. Et ensuite, les coups de main, donc les initiatives qui peuvent intéresser les entreprises tech à se financer ou à être accompagnées, notamment le 20 millions de dons qui a été offert à HEC Montréal par une famille, dans le fond, la Racanelli. Voilà, donc, pour terminer, il y aura également un commentaire éditorial, comme à chaque semaine, cette fois-ci. Encore une fois, probablement, je ne sais pas, j'en ai probablement déjà parlé dans le passé, mais ça aurait l'air qu'il y aurait une diminution du nombre d'entrepreneurs au Québec, encore plus que dans les autres provinces. Donc, épluchons ce dossier un peu plus profondément à la fin. Nous sommes le 1er mai 2026. Le mai, oui, effectivement. Je m'appelle Guillaume Lajoie et comme à chaque semaine dans les studios de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Donc, on y va assez rapidement avec les événements qui auront lieu la semaine prochaine. Et comme à chaque épisode, je vous le rappelle, vous pouvez m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com si vous voulez partager une nouvelle, un événement, une initiative que vous avez vu passer, que vous voulez que j'en parle ici, devant les plusieurs dizaines de personnes qui écoutent à chaque semaine. Pour commencer, la semaine prochaine, il y aura le NACO Summit. Ça, c'est un événement spécifique pour les anges investisseurs qui se déroulera du 5 au 7 mai à Ottawa. Si vous êtes dans la région, ça vaut la peine. Bien sûr, vous pouvez vous rendre à tout moment. Je sais que les billets, il n'en reste plus beaucoup parce que c'est quand même un événement assez couru dans la région. Et pour NACO, de façon générale, ça rejoint beaucoup d'anges investisseurs à travers le Canada. Donc, à suivre. Mais si vous êtes à Ottawa, vous saurez pourquoi il y a autant de momentum dans votre région, dans votre ville. Du côté de Montréal, toutefois, le 6 mai, donc le mardi, si je ne me trompe pas, non, le mercredi, Montréal-Mess, donc la 3e édition, un événement organisé par le CEI de Montréal, c'est le Centre d'expertise industrielle. Ça a lieu dans la ville, dans le quartier de Ville-Saint-Laurent. Vous pouvez aller voir sur le site pour trouver l'adresse exacte. Au programme, des conférences sur des enjeux actuels et à venir, et réels, en fait, de cas d'accompagnement. Toujours dans le manufacturier. On parle de chaîne d'approvisionnement, automatisation, IA, productivité énergétique et transformation numérique. Montréal-Metz, 3e édition. Si ça vous intéresse, allez-y. Le 6 mai, du côté de Axé, ça sera Santec qui organise sa Expo Accélération. Donc, les entreprises qui sont dans le programme Accélération viennent à terme de leur parcours, de leur accompagnement. Donc, ce sera un événement en libre accès, disponible à toutes les personnes qui veulent venir. Peut-être que vous n'êtes jamais venu à Axé, c'est une bonne occasion de venir. C'est gratuit. Vous pouvez même rencontrer toutes les 32 entreprises, si je ne me trompe pas, qui ont été dans le programme d'accélération de Santec. Bonne façon également de, comme je vous l'ai dit, de rencontrer également les gens qui sont ici à Axé. Ça commence à 15h30. Prenez votre billet. Libre accès, fait honnêtement, je pense qu'il y aura autant de billets que de possibilités. N'attendez pas. Par contre, toutefois, le 6 mai. Du côté de 7 mai, justement, le Impact IA, j'en ai parlé en introduction, un événement propulsé par Vauban, donc au Grand Quai du port de Montréal. L'objectif de cet événement, bien que ce soit propulsé par une organisation, une entreprise qui fait de l'accompagnement pour l'IA, la transformation numérique en entreprise avec l'intelligence artificielle, il y a quand même aussi plusieurs industries variées qui auront des panels et conférences. Un bel événement pour essayer de voir des cas pratiques d'utilisation de l'IA dans des entreprises, notamment Nordostello, la presse, le CHU. Donc déjà, on parle d'entreprises minières, transformation manufacturière, on parle d'entreprises dans les médias, on parle d'hôpitaux et plein d'autres. Donc, allez voir la programmation, prenez votre billet, c'est un bel événement. Je ne suis pas allé, mais quand c'est au Grand Quai, c'est toujours des bels événements. Et je ne fais pas référence uniquement au fait que Startup Fest aura lieu au Grand Quai. Et pour terminer, un dernier événement qui a lieu plutôt le samedi,
Donc, j'aurais très bien pu en parler la semaine prochaine, mais je pense que ça vaut la peine que j'en parle cette semaine, comme ça laisse du temps. Je vous en parle simplement parce que je pense que c'est le genre d'événement qui vaut la peine d'organiser même de façon plus régulièrement. Ça s'appelle Tech Walk and Talk. Il y en a plusieurs dans le passé qui ont été organisés de ce type de rencontre-là. C'est une rencontre vraiment informelle. On jase, on parle. Donc, en plus, un samedi. Organisé par Gabriel Sundaram et Nectarios d'Amiral Ventures, que vous connaissez tous deux, j'imagine, si vous êtes dans l'industrie tech. Dès 9h, une belle sortie sur le plateau, sur le Mont-Royal, plutôt précisément, dans une ambiance printanière, bien entendu, pour jaser, sortir de l'isolement, parler de nos défis dans la tech. Si vous organisez des choses comme ça vaut la peine de m'en parler pour que j'en parle ensuite. Puis qu'il y en a d'autres personnes qui viennent assez courues de toute manière, cet événement. Je pense qu'il y a déjà 100 personnes inscrites, donc génial. Du côté des organisations, pas des organisations, mais des initiatives d'accompagnement et de financement que j'ai vu passer cette semaine et dont les dates sont à venir dans les prochaines semaines. Bien sûr, je rappelle que vous devez préparer votre dossier pour le PSCF si vous voulez faire de l'exportation en Europe. Et d'autres initiatives qui viennent à échéance, probablement dans les dates qui viennent début mai. Souvent, c'est des dates que j'ai mentionnées dans le passé. Donc, les 5 initiatives que je vous parle aujourd'hui, d'abord, le Canada Startup Ideation Bootcamp. Si vous êtes dans le démarrage, vous connaissez des gens qui veulent démarrer des entreprises qui ont besoin j'allais dire un accélérateur, mais comme une espèce d'impulseur de 2 semaines, programme intensif pour se lancer. C'est piloté par le Founder Institute, qui est honnêtement une organisation assez réputée pour avoir aidé beaucoup d'entreprises à démarrer, puis c'est à travers le monde. Il y aura énormément de mentors. C'est tout en ligne en plus, fait que vous n'avez pas de raison de manquer ça. C'est sûr que ça coûte de quoi. Bien sûr, les programmes de plus en plus deviennent payants. C'est bien entendu parce qu'il y a moins de subventions et des programmes comme ça, c'est des programmes privés en plus. Mais ça vous donne vraiment excessivement beaucoup d'outils d'après moi. Il y a un rabais jusqu'au 3 mai, donc si vous écoutez cet épisode vendredi, vous avez encore la possibilité de prendre cette opportunité à rabais. Sinon, le prix n'est pas excessivement trop cher. Je pense que c'est 50 $ de plus. Et ça débute le 2 juin pour une cohorte intensive de 2 semaines. Énormément de sessions en direct, des formations, des sprints pratiques. L'objectif, c'est de partir de là avec une business qui peut ensuite scaler. À suivre. Demande partager cette information-là à d'autres qui en auront peut-être besoin. Autre initiative, et je salue Stéphanie Baudry qui nous partage souvent ces événements-là parce qu'elle travaille au service des délégués commerciaux. Si ça vous intéresse de continuer dans l'exportation, bien là, je vous en présente une qui va même dans mes valeurs, ou en tout cas mes intérêts principaux de ce podcast, qui parle de notamment entreprises tech, mais qui ont des solutions concrètes pour des enjeux, je pourrais dire même saillant et hyper important dans notre société, notamment la technologie verte. Mais c'est l'accélérateur technologique canadien qui offre des opportunités justement de propulser votre entreprise de technologie climatique en allant justement dans 3 marchés américains, donc Boston, Denver et San Francisco. Si vous êtes intéressé d'avoir un accompagnement structuré pour aller dans ces marchés-là et découvrir des investisseurs, des partenaires, des clients même potentiellement, avec vos solutions d'impact, qui principalement on recherche surtout des solutions dans les bâtiments, les matériaux, la construction, les transports et infrastructures, le stockage d'énergie et la résilience des réseaux. Donc, allez-y. Honnêtement, j'en ai entendu parler par plusieurs personnes. C'est toujours des belles opportunités. C'est littéralement piloté par le gouvernement fédéral qui vous met en lien avec les ambassades, les délégations sur place. C'est une occasion à ne pas manquer si vous faites dans l'exportation, si vous voulez rendre visibles vos solutions à l'extérieur du Canada. Puis on s'entend, même si on a une grosse, moi je pourrais dire, nombre orangé sur les États-Unis, ça reste un marché excessivement lucratif et potentiel pour des entreprises qui sont ici au Québec. Ne manquez pas votre chance. Je vous en parlais en intro. Startup World Cup à Ottawa, principalement. En fait, c'est une compétition mondiale, mais dans le fond, qui a des chapitres, dans le fond, dans différentes régions. Ce que j'ai compris en regardant la rubrique sur le sujet. Vous avez jusqu'au 11 mai pour postuler, mais c'est principalement destiné aux entreprises qui sont soit basées dans l'Ontario-Est ou dans la région spécifiquement d'Ottawa-Gatineau, donc même à Québec, du côté de Gatineau, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez possibilité de gagner une cagnotte de 50 000 $. Ils vont pitcher à les 10 finalistes régionaux, donc si vous postulez, vous avez des chances d'être finaliste, d'être retenu, mais ça se peut que vous ne réussissiez pas. Ils vont pitcher ensuite à Accelerator OTT, puis le 11 juin. Puis, ben c'est ça. C'est une belle façon d'opportunité d'avoir une belle visibilité dans une compétition mondiale, mais qui a son pitch régional à Ottawa le 11 juin. Je pense qu'après ça, vous pouvez partir dans le fond à même l'autre section du World Cup. Donc, regardez ça du côté de Ottawa-Gatineau. Dans une autre région, ce que je parle principalement de l'Estrie. Donc, si vous êtes une start-up de Sherbrooke ou même dans la région de Memphremagog,
et que vous cherchez une opportunité de pitcher et même avoir une opportunité à l'international, encore une fois, il y a l'appel de candidature Startup Award 2026 qui se termine le 25 mai, donc n'attendez pas. Et c'est grâce au réseau international des villes Michelin que vous allez peut-être avoir la chance d'aller à Cuneo en Italie pour justement un concours international qui aura lieu cet automne, donc à l'automne prochain. Tout frais compris ou presque, c'est-à-dire que vous allez avoir votre hébergement, repas pendant l'événement, un laissez-passer pour l'événement, une participation au concours, puis même une mise en relation avec un réseau de partenaires et d'investisseurs. Des belles opportunités comme ça, on ne passe pas à côté. Donc, si vous êtes dans la région de Sherbrooke ou dans la MRC de Memphremagog, ne manquez pas cette chance. Allez regarder du côté de Sherbrooke Innovante. Et pour terminer, une dernière opportunité, on se tourne vers du côté du camp à Québec, mais le camp accompagne des entreprises à travers le Québec, donc si vous êtes intéressé par ce dossier-là. Puis c'est encore une fois une opportunité qui est plus en début de parcours. Ça s'appelle le programme Camp de base. Ça débute le 29 mai. Ils sont en recrutement actuellement. Ça coûte 350 $ pour un entrepreneur. Si vous êtes une équipe de 2, ça coûte 400 $ totalement. Donc, l'opportunité, c'est vraiment de vous aider à challenger vos idées, travailler avec des outils concrets pour travailler votre validation de marché, pour sortir ensuite du camp de base avec une meilleure idée de où est-ce que vous devez aller, votre modèle d'affaires un peu plus constitué, une base de clients potentiellement ciblée. Donc, c'est vraiment l'opportunité à ne pas manquer. Camp de base du côté du camp à Québec. Regardez ce qui se passe de ce côté-là. Donc, voilà, événement qui s'en viennent la semaine prochaine, une initiative annoncée avec des belles opportunités à ne pas manquer, du financement à côté là-dedans. Donc, voilà. Et si vous avez encore d'autres opportunités à parler, nouvelles à commercial-lajoie-de-la-semaine.com, s'il vous plaît, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous parler. Du côté des startups maintenant qui ont été dans les nouvelles dans les dernières semaines, ou dans la dernière semaine précisément, on commence par, comme à chaque fois, Scopia, qui est du côté de InfoBref, la rubrique des jeunes entreprises québécoises innovantes. Scopia, pour vous donner un topo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a conçu un système qui utilise l'intelligence artificielle et une technologie 3D pour aider les chirurgiens à prévoir leur manipulation chirurgicale et à mieux exécuter en temps réel plutôt que de faire des chirurgies un peu invasives. C'est vraiment honnêtement une belle solution. Actuellement, elle collabore avec l'ETS et l'Université de Moncton pour essayer de peaufiner sa technologie. Elle est soutenue par le Santec. Donc, probablement, si vous êtes là mercredi prochain, vous allez pouvoir voir Scopia et parler avec le fondateur. Mais sinon, comme elle est dans le programme Propulsion, ça se peut qu'elle ne soit pas là, en fait, là, mais bon, peu importe. Mais lisez l'article dans InfoBref. Si vous n'êtes pas abonné encore une fois à l'infolette, qu'est-ce que vous attendez? Du côté de la presse, encore une fois, chaque lundi, il y a des belles nouvelles de PME. PME, un peu moins texte cette fois-ci, mais j'en parle. PME Inspiration de Vicky Giroir, dans le fond, qu'elle a fait des agendas papier. Comme je vous dis, low-tech au maximum. Ici, on n'a pas tant de technologie, mais je trouve ça intéressant de vous en parler parce que, mine de rien, elle a passé au dragon dans les dernières années. Je pense que c'était 2 ou 3 ans, si vous avez écouté. Un chiffre d'affaires qui est rendu assez avancé, à 600 000 $. Ces produits qui ont été lancés en 2021, il y a ces agendas ralentir, tout est possible, qui sont assez déployés. Mais je trouve ça intéressant de parler des fois de modèles d'affaires. Puis PME Inspiration, souvent, vont très large, ratissent beaucoup plus large que des entreprises innovantes. Mais ça reste que c'est une entreprise qui innove dans son créneau d'affaires, si je peux dire, en offrant des agendas qui ne sont pas uniquement destinés à la productivité. Donc, si vous n'avez pas lu cet article lundi dernier, je vous invite à le lire. Troisième nouvelle, du côté de Gamotech. Gamotech, c'est une entreprise, je pense, qui a été accompagnée par plusieurs acteurs de l'écosystème, qui en ce moment est soutenue par la base entrepreneuriale HEC Montréal. Ils ont développé un camion multifonctionnel 100% électrique qui s'appelle le Gamoflex, qui est vraiment destiné aux travaux publics municipaux. Actuellement, je pense qu'ils ont été achetés par la ville de Victoriaville. Pas la compagnie, mais il y a des acquisitions qui ont été faites par la ville de Victoriaville, notamment grâce au soutien financier d'Ecotech qui ont fait beaucoup d'aide avec les vitrines technologiques. Donc, le Gamoflex était dans les nouvelles, notamment parce que, puis dans la presse, il y avait une brève, je vous la partagerai, parce qu'elle a présenté sa solution à Truck World 2026 à Mississauga, en Ontario. Donc, Gamotech, avec son Gamoflex, son véhicule qui pourrait remplacer même jusqu'à 5 véhicules conventionnels grâce à sa conception modulaire, comme il est écrit sur leur site web. Si vous ne connaissez pas l'entreprise, elle est basée, je pense qu'elle a son usine, ou en tout cas une partie de sa production qui est faite à Sainte-Thérèse. Belle entreprise à suivre. Quatrième nouvelle de start-up, encore un petit peu dans la low-tech, pas dans la low-tech, c'est quand même en commerce électronique, mais ça s'appelle Bon Magasinage, Candice, que vous voyez ici.
que vous voyez, vous aviez vu ici. Elle a annoncé la semaine dernière, alors que c'était le jour de la Terre, le 22 avril dernier, qu'elle, sur sa plateforme qui fait justement dans la revente de linge, les gens peuvent mettre comme un marketplace de linge, elle a décidé qu'elle allait annuler ou en tout cas bannir toutes les marques de ultra fast fashion comme Shein et bien d'autres. Il y a à peu près 8 marques là, qu'elle décide de bannir de sa plateforme parce que justement, c'est tellement pas sain pour l'environnement. Là. Si vous lisez les pratiques de ces entreprises-là, c'est quand même assez aberrant. Bref, était dans la presse, bon magasinage pour cette belle initiative qui, personnellement, me touche beaucoup. Moi, c'est le genre de choses qui me parlent. Quand on travaille dans l'économie circulaire, qu'on essaie de trouver des solutions, oui, c'est bon de faire de la revente, faciliter la revente sur Internet, mais c'est pour promouvoir ou en tout cas mettre de l'avant des produits littéralement extra jetables et polluants pour la planète. Vaut mieux avoir les valeurs à bonne place. Donc, bravo, Candice, chez Bon Magasinage. Dernière nouvelle, je vous ai parlé en introduction, c'est Opalia. Opalia a une belle traction. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette compagnie-là, dans le fond, Opalia fait du lait, littéralement, qui goûte comme du lait de vache, sans traire de vache. C'est incroyable. Dans le fond, on utilise des cellules mammaires cultivées en bioréacteur pour être capable de faire exactement le même type de production de lactose qui est faite dans un lait de vache. Donc, le lait goûte identique. Donc, étant en essai clinique, je pense qu'elle travaille fort. Il y a eu du financement notamment de différents investisseurs. Et là, justement, elle est capable de lever un 3,2 millions supplémentaire dans une ronde menée par Nadara Ventures avec la participation d'Investissement Québec et également des anciens partenaires investisseurs comme Box One Ventures, etc. Elle a déjà même un grand partenaire distributeur laitier qui s'appelle Oogwit, dans le fond probablement néerlandais si j'en me fie au nom. Puis je l'ai probablement très mal prononcé, donc allez lire Hoogwegt. Bonne chance de m'écrire comment vous le dites de votre côté. Et elle vise une commercialisation en 2028. C'est bien entendu le marché mondial de lait qui vaut plus que 8 000 milliards de dollars. Étrangement, c'est quand même beaucoup, mais du lait qui s'en boit un peu partout dans le monde après tout. Donc Opalia, franc succès, ne lâche pas. Allez lire la nouvelle sur son fil de presse et ça a passé aussi sur LinkedIn si vous voulez un peu l'accompagner. Du côté des coups de main de la semaine, je vous en parlais en introduction, HEC Montréal a reçu un don de 20 millions de dollars par la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Giuseppe a été diplômé de HEC en 1968. Justement, l'entrepreneur que vous pouvez sentir dans le nom est d'origine italienne, qui veut redonner à la relève entrepreneuriale. Notamment, il y a 3 axes d'investissement pour son 20 millions de dollars. Relève entrepreneuriale, soutenir la recherche, également renforcer la santé mentale des étudiants. Très bonne affaire. Donc, la relève, ça va passer notamment avec un financement vers le pôle entrepreneuriat d'HEC Montréal. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est beau de donner une école autant à HEC Montréal, c'est une bonne chose, mais parce que justement, il y a le volet de soutien à l'entrepreneuriat. Et bien sûr, le don vient avec renommer le nom du pavillon de l'édifice Côte-Sainte-Catherine qui a été renommé Lise et Giuseppe Racanelli. Merci de donner personnellement. Ça le disait dans l'article, puis il y a un article de Jean-Philippe Descaries que je vous invite à lire dans la presse, mais la philanthropie au Québec, c'est pas une chose qui est naturelle. Fait que de voir des entrepreneurs comme lui qui ont vendu des business, qui ont réussi de réinvestir dans le futur de nos entrepreneurs, ben ça devrait vous signaler un élément dans votre tête. C'est bon de redonner. Il y a des organisations comme TechAid, notamment, qui c'est une bonne façon de faire de la philanthropie, même si on n'a pas énormément de moyens. Ça va directement à Centraide du Grand Montréal et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Donc, voilà, 20 millions de dollars pour HEC Montréal. Deuxième nouvelle, de coup de main, c'est du côté de MedTech Plus. MedTech Plus, ils ont un programme qui s'appelle Avisé, qui offre du soutien, du financement, mais également un parrainage avec le Réseau québécois d'innovation en santé, dans l'objectif de faciliter finalement le maillage entre des entreprises qui ont des solutions. Puis je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast que c'était ouvert, tant mieux. Bref, des solutions dans le médical, mais également une mise en relation avec des partenaires institutionnels, notamment des CIUS, des CIS. Donc, ils ont annoncé un financement de 7,4 millions de dollars, dont il y a la moitié qui vient du gouvernement du Québec. Mais toutefois, c'est génial, qui va permettre à des entreprises qui vont pouvoir tester leurs innovations en conditions réelles. Vous lirez l'article avec tout le détail des entreprises qui ont eu du financement, mais je vous en nomme quelques-unes. Centium, pour une centralisation des informations utilisant le milieu de vie. Nuramédical, qui a développé sa plateforme de sécurité médicamenteuse qui s'appelle Nurex, qui sera déployée finalement dans un réseau de CIUS, si je ne me trompe pas. FemApp,
Un projet qui va être évalué notamment par le CIUS du nord de l'île de Montréal, qui cible des thèmes prioritaires comme la contraception, la santé sexuelle. Sphera, qui est là justement avec une étude évaluative du LIFA, donc un dispositif autonome permettant d'améliorer la qualité microbiologique de l'air, qui va travailler avec des garderies, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas toutes vous les nommer, finalement, j'étais quand même parti pour toutes les nommer, mais un qui me touche particulièrement s'appelle Take Care. Il y a Vital Tracer aussi qui ont eu du financement, puis Omnimed avec Medfar. Mais Take Care, c'est la gestion intégrée des maladies chroniques. C'est une solution qui a été développée par Greybox Solutions. L'objectif, c'est d'aider justement les personnes en première ligne de pouvoir évaluer les patients avec des maladies orphelines, de pouvoir voir finalement ce qu'ils ont, puis être capable de faire un lien avec des maladies chroniques ou orphelines. Personnellement, si vous ne connaissez pas mon histoire de vie, ma blonde est là justement une maladie orpheline et honnêtement, les urgentologues, les personnes dans l'urgence ne sont pas habilités à pouvoir bien diagnostiquer des maladies orphelines. C'est incroyable. On a fait des tours à l'urgence plusieurs fois. Alors qu'elle est enceinte de notre deuxième enfant, je partage ça là, comme si c'était un ami à qui je parle. Mais c'est juste que moi, ce genre de solution-là, je trouve ça immensément pertinent. C'est là que ça fait une différence sur la vie des gens. Donc, bravo MedTech pour ce financement à cette entreprise qui vont pouvoir avancer et innover dans le secteur de la santé. Bravo. Technocompétences lancée Observa. Troisième nouvelle, une nouvelle plateforme qui va aider justement à mettre de l'avant les données du marché au niveau du TIC, donc Technocompétences, que peut-être que vous connaissez, c'est un CSMO, donc un centre de... Oh mon Dieu, je ne sais jamais c'est quoi l'acronyme, désolé. Donc un CSMO, c'est personnellement pour faire la qualification de la main-d'œuvre puis aider finalement la formation. Donc quand vous dites que il y a 1% de formation disponible pour la formation, mais ça peut aller dans des formations offertes par des CSMO. L'outil va proposer des vues distinctes, donc notamment pour les employés, voir finalement c'est quoi le salaire que des employés similaires dans leur marché obtiennent. Des employeurs qui vont pouvoir voir c'est quoi le marché pour ces employés-là, quel prix je dois offrir pour différents métiers de la tech. Très bon usage. Et des journalistes qui veulent voir justement les tendances salariales, la tension du marché, la dynamique sectorielle en TIC, donc TIC, Technologie de l'information et communication. Belle initiative, belle façon de pouvoir mettre de l'avant puis éclairer des décisions stratégiques pour les entrepreneurs. Regardez ça, Observa, Technocompétences. Quatrième nouvelle, puis je passe rapidement là-dessus, mais j'ai pas le choix d'en parler parce que personnellement, c'est comme une nouvelle flabbergastante. Vous l'avez entendu cette semaine, le Fonds souverain du Canada. Si vous ne lisez pas les nouvelles, ben, je vous en parle. Probablement pas la première fois que vous entendez ça parler de votre vie. Mais le Canada a décidé de lancer un fonds souverain de 25 milliards de dollars sur 3 ans. Cette mise de fonds initiale, l'objectif, c'est d'obtenir des fonds supplémentaires. C'est aussi finalement un fonds que les Canadiens vont pouvoir mettre de l'argent dedans. C'est comme ça que ça fonctionne, un fonds souverain. Il y a plein d'articles qui débunkent comment ça fonctionne, un fonds souverain. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, ça va être géré comme une société d'État indépendante qui va investir dans des projets importants nationaux, notamment en manufacturier avancé. Donc, je doute que ça va littéralement aller dans des entreprises tech ou start-up, mais éventuellement, le trickle-down devrait faire effet et je pense que ça pourrait aider justement peut-être à investir dans des fonds de fonds, faire en sorte que des fonds de VC ramènent un investissement. Ça reste un fonds avec énormément de moyens. Je ne peux pas croire que ça ne va pas un moment donné tomber dans les poches des entrepreneurs. J'espère. Et je ne vous parlerai pas de la mise à jour économique là, du Canada. Pas que ça ne m'intéresse pas et pas que ça vous intéresse probablement pas. Moi, ça m'intéresse quand même. Sauf qu'il y a très peu de mesures qui sont détaillées, notamment qui touchent les PME, les entreprises tech. Comme c'est une mise à jour économique, c'est pas un budget. Et à part, la seule affaire qui est filtrée, puis vous pourrez lire l'article de BetaKit à ce sujet-là, c'est qu'on a donné un peu de détails sur la stratégie d'IA qui est honnêtement demandée depuis longtemps, que le ministre Solomon a dit qu'elle allait être lancée en 2025. 2025 est passé, c'est toujours pas là. Donc, on a juste défini c'est quoi les 6 axes prioritaires de cette stratégie d'IA. Allez, il y a un article dans BetaKit qui vous donne un peu plus de détails. Qu'est-ce que ça vaut pour les PME tech? Allez lire ça. Et la dernière nouvelle qui va faire un bon segue, comme on dit en anglais, je pense que c'est un mot français, oui. Bref, un bon segue vers le commentaire éditorial, c'est l'annonce que j'ai vue dans le Journal de Montréal, basée sur les données, que je me trompe pas, c'est l'ISQ, donc l'Institut de statistique du Québec, couplé avec Statistique Canada, comme quoi, au Canada, le nombre d'entrepreneurs, donc c'est-à-dire des travailleurs autonomes avec employés, est passé de 867 000, il faut le dire comme il faut, 867 000 en 2005 à 716 000 en 2025. On parle d'une baisse de 18 % malgré la croissance de la population. Et au Québec, le recul est encore plus important parce qu'on était rendu avec une chute de
près du tiers de ces entrepreneurs, donc travailleurs autonomes avec employés, donc 194 000 à 122 000. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est une baisse drastique. L'IEDM, Institut économique du développement de Montréal. L'IEDM, c'est un groupe de droite, on s'entend. Ce qu'ils veulent, c'est promouvoir la simplification des règles, alléger la fiscalité, redonner plus de place au secteur privé dans le financement des entreprises. Je les comprends. C'est des belles stratégies pour faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Je pense que ça peut être une solution. Toutefois, ça fait 8 ans qu'on est dans un gouvernement de droite, ou minimum de droite, qui a été trop de gauche fiscalement ou avec le soutien économique. Fait que je pense qu'ils ont un peu raison probablement, mais je pense pas que c'est ça l'enjeu. Et selon Luc Poirier, ça serait une question de mentalité. Et allons-y plus profondément sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me parle particulièrement. Je vous en parlais la semaine dernière. Moi, ce que je veux faire, c'est une tribune avec des entrepreneurs qui vont parler. Et je l'ai annoncé justement hier sur mes plateformes. Il y a un événement qui s'en vient. Je pourrais en parler plus profondément dans le prochain podcast, mais le 8 juin à Accès, je vous invite fondamentalement, si vous êtes des entrepreneurs qui écoutez le podcast, si vous parlez avec des entrepreneurs, je vous invite à assister à cet événement-là ou à participer parce que je veux une participation active des gens. Si vous êtes entrepreneur tech, vous avez des enjeux précis que vous voulez amener aux différents chefs de parti ou différentes personnes responsables des dossiers économiques, ça va dépendre de qui m'accepte pour des cafés. Venez à cet événement, venez partager ce que vous en avez comme enjeu, ou vous vivez dans votre réalité, ou est-ce que vous trouvez que le gouvernement devrait se positionner? Parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, oui, il y a une baisse drastique des entrepreneurs au Québec. Comme je vous dis, Luc Poirier, il a fait un article d'opinion dans le Journal de Montréal pour faire écho à cet article-là. Lui, il parle d'un enjeu de mentalité. Et c'est beau, là, tu sais, je fais pas une critique, là, parce que c'est correct, là, c'est une belle faveur qui a été faite par la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, de diminuer le taux d'imposition des petites entreprises, surtout des très petites entreprises, parce que c'est une diminution de 1% sur le premier seuil des 500 000 $, qui passe de 3,8 à 2,8 %. On se retrouve comme l'Ontario. L'Ontario, ils n'ont pas une diminution si drastique des entrepreneurs. Fait est-ce qu'on pense que c'est ce qui va nous amener à être un peu similaire à l'Ontario? J'en doute. D'ailleurs, c'est le genre d'initiative de baisse d'impôts que le groupement des chambres de commerce félicite. Moi, je suis d'accord avec eux. C'est cool. C'est 5 000 $ de moins d'impôts si tu maximises finalement ton 500 000. Pour toutes les entreprises qui ont 500 000 et plus, ils vont avoir 5 000 de moins d'impôts à payer sur une grosse facture dans leur BAYA. OK, à voir, honnêtement. Je pense pas que ça a un gros impact. Parce que, tu sais, il faut aussi, je vais mettre deux choses en perspective. La première, c'est que quand je vous dis que c'est une baisse d'entrepreneurs, puis c'est une statistique, la statistique est là, l'entrepreneur, c'est des nombres d'entreprises avec un employé, donc travailleur autonome avec un employé, c'est ça qu'on définit comme un entrepreneur. Bien, sachez que ça, c'est juste 27 c'est pas 27 c'est à peu près comme le tiers des entreprises incorporées complètement. Fait qu'il y a à peu près comme 75% des entreprises incorporées qui sont un employé, c'est un pigiste. Ça veut dire qu'on ne parle pas vraiment tant d'une énorme baisse de pigistes ou d'entrepreneurs. Il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il y a comme un shift de type d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui se partent en affaires, qui sont tout seuls pendant longtemps et même ever, parce qu'ils sont, disons, propriétaires d'immeubles, c'est une entreprise, parce qu'ils sont travailleurs autonomes, des pigistes, des artistes, des musiciens, peu importe, parce qu'ils décident de se lancer une boîte de services conseils tout seul. Regardez-moi, j'arrive avec des stagiaires éventuellement, fait que je vais tomber dans la catégorie de travailleurs autonomes avec employés, I guess. Mais c'est ça, il y a comme une catégorie d'entrepreneurs qui se lancent. Puis on n'est plus dans une perspective où, tu sais, Luc Poirier, dans la première partie de son article, dit que les entrepreneurs, le terme entrepreneur, il est vu avec méfiance. Personnellement, oui et non. Comme on vient de passer un gouvernement de 8 ans, comme je l'ai dit, qui était littéralement piloté par des entrepreneurs. Si vous regardez les médias sociaux, on parle d'entrepreneurs tout le temps, des créateurs de contenu, des coachs de vie, des vendeurs de gauche à droite, des vendeurs de services immobiliers, peu importe. Fait qu'il y en a plein d'entrepreneurs. Oui, il y a des entrepreneurs qui sont peut-être mal vus, mais de façon générale, l'entrepreneuriat est vraiment encore mieux vu. Et là où je rejoins Luc Poirier, c'est dans sa dernière partie de critique de chronique, qui dit qu'on a une nouvelle génération qui est encore plus assumée, ambitieuse, qui va aller loin. Et quand il reprend certaines statistiques que moi-même j'utilise à plusieurs égards, c'est que l'indice entrepreneurial québécois dit que 27 % des Québécois qui ont l'intention de se lancer en affaires, oui, ça ne se reflète pas dans le nombre d'entrepreneurs ou le nombre de repreneurs, parce qu'il en manque beaucoup de repreneurs, mais on voit qu'il y a une intention, il y a une volonté. Il faut juste commencer à soutenir cette volonté-là
amener les gens à y croire davantage. Puis une des mesures qu'on a enlevées, puis j'inviterai les gouvernements à repenser à ça, c'est la mesure du soutien au travail autonome. On avait une mesure de financement qui permettait à des travailleurs qui se lançaient à avoir un financement relativement conséquent pour essayer de pallier justement à cette transition vers le travail autonome ou vers l'entrepreneuriat. Et on a coupé cette mesure-là. Fait que ça fait des entrepreneurs qui se lancent avec aucun filet de sécurité, aucun revenu possible. Oui, tu ne veux pas nécessairement demander du chômage quand tu te pars en business parce que tu n'es pas en chômage, tu bâtis quelque chose. Bref, si vous êtes, encore une fois, vous êtes invité à venir me rejoindre le 8 juin ici à Axé pour parler de tout ça, parler d'entrepreneuriat tech, parler des enjeux qu'on vit comme société, qu'est-ce qu'on doit faire puis qu'est-ce qu'on voudrait poser comme question au prochain premier ministre du Québec. C'est ça qu'on doit faire. Il faut les amener à avoir une réflexion sur ce qu'on veut puis qu'est-ce qui sont leurs priorités pour se faire une tête également pour qui voter. Donc, sur cette belle réflexion-là et cette invitation, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 18 de La Joie de la semaine. Bye!